bonjour tout le monde, les auditeurs de Neurojazette. Bonjour Isabelle. Bonjour José, bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va super bien toi-même? Très très bien aussi. On va commencer comme de coutume en parlant des aristopathes. Les Oui. aristopathes, c'est un organisme plutôt qui vient en aide aux animaux, aux chats, aux chiens malades ou abandonnés ou les deux. Et ils sauvent des vies, tout simplement. Oui. Et savez-vous que seulement un don de 5 peut sauver des vies? C'est très peu, 5 quand on y pense. Moins qu'un café. Moins qu'un café. Et ceux qui ne peuvent pas donner des sous, ben, s'il vous plaît, partagez leurs publications sur Oui. Facebook. Ils ont une page Facebook ou devenez bénévole. Ah ben oui, c'est une C'est très une bonne idée idée comme ça. une autre. Hein? C'est une idée comme une autre. Une chose dont on ne vous parle pas souvent, Isabelle et moi, ce sont nos sites web. Donc, je vais mettre ici le site web d'Isabelle Oui. parce que toi, tu donnes dans le paranormal, puis le scepticisme, Oui. c'est La ça. magie et c'est surtout ça qui est sur mon site là, fait. Oui. C'est ça. Donc, allez voir, ça vaut la peine. Isabelle, c'est un trésor à découvrir. Et Oh, euh, merci. il y a mon site web, oui, Ah oui, on le voit passer. josébrochet.com. Motocyste. C'est un site qui renferme des textes sur l'autisme, bien entendu. Il y en a un sur moi. Oui, un super beau texte sur toi et des textes d'opinion, des textes d'émotion. Oui. Et il y a différentes ressources aussi qui sont disponibles sur le site et des choses comme des livres hein, que j'écris ou comme d'autres écrivent. Aujourd'hui, on a une invitée vraiment spéciale. On est vraiment heureuse de l'avoir avec nous. Elle est psychologue, elle est sexologue et la plupart des gens la connaissent. Je vous Mhm. présente d'emblée Isabelle Hainaut. Bonjour Isabelle, Bonjour Isabelle. Bonjour José, bonjour Isabelle. comment ça va? Ben, ça va très très bien. Une bonne rentrée chargée, beaucoup de projets, de formation, d'écriture. Donc ça roule de mon côté, mais tout va bien. Oui, oui, hein, tu es super occupée tout le temps. Chaque fois que je te parle, mais tu es gentille de prendre le temps pour nous et nos auditeurs parce que c'est super important pour nous de vulgariser l'autisme le plus possible, d'en jaser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'en parler encore Oui. et de démystifier tout ça, là, c'est sûr, là, c'est très important. Mais c'est un Donc, plaisir pour moi. Merci pour l'invitation. t'es gentille. Isabelle, je voulais savoir d'emblée, qu'est-ce qui t'a mené vers la psychologie et la sexologie? Ah ben ça, c'est une bonne question. Ça recule maintenant. Ça me rajeunit pas. Ça fait maintenant 19 ans, en fait. Moi, j'ai Wow! fait ma formation à l'UQAM, mon bac puis ma maîtrise en sexologie. J'ai toujours été très curieuse par rapport à la sexualité humaine, l'histoire de la sexologie, les comportements, tout ça. À l'époque, donc, vous allez voir, on recule, il n'y avait pas de doctorat en sexologie. Donc, l'UQAM n'avait OK. pas encore développé cette formation-là ou ce cursus. Donc, je me disais, bon, je sentais que j'avais encore des choses à apprendre, je voulais encore prendre l'expérience. Donc, je me suis dirigée assez naturellement vers la psychologie, qui est quand même assez connexe à la sexologie. Et tout de suite, là, dès le début de mon doctorat, j'ai rencontré le docteur Normand Giroux, qui enseignait à l'époque à l'UQAM. Il a pris sa retraite de l'enseignement, pas de la clinique, mais de l'enseignement depuis, puis il est devenu mon co-directeur de recherche. Donc, ça, c'était mon premier cours en éthique. Et là, vraiment, Normand était fascinant au niveau de toutes ses connaissances, son expérience. Il m'a invité à passer l'été, un peu comme stagiaire bénévole à l'époque, on appelait ça la Société québécoise de l'autisme, qui est maintenant la Fédération québécoise de l'autisme. OK, oui. Normand était le directeur à l'époque. Et donc, j'ai passé l'été avec lui à observer son travail, à lire beaucoup. Et je dois dire, là, je pense que je peux même le dire en entrevue, j'ai eu un coup de foudre vraiment pour l'autisme et le syndrome d'Asperger. Tu sais, à l'époque, on parlait aussi du syndrome d'Asperger. Oui. Et j'ai rencontré Georges Huard, donc OK. quand même assez connu au Québec. Et Georges travaillait à la Société de l'autisme et on s'est bien rapprochés, on est devenus amis. Et il m'a fait rencontrer plein d'adultes puis d'adolescents dans la communauté. Donc, on avait des soirées, j'ai fait beaucoup de bénévolat, puis
en fait, c'est ça, ma passion s'est développée là et je me suis dit, ben ça y est. Et j'ai eu l'idée, grâce à Georges et aussi aux adultes avec qui je travaillais à l'époque, de développer l'expertise autant psycho que sexologie parce qu'il y avait très, très peu je dirais, de programmes ou d'expertise à l'époque au niveau de la sexualité des personnes autistes ou Asperger. Donc, ils m'ont pas mal donné l'idée. C'est ça qui a tracé mon chemin. Puis depuis, ben, je suis toujours dans le domaine, puis j'adore. La passion est toujours la même. Oui, bien, ça paraît que tu adores ça. Puis en plus, tu aides beaucoup les gens qui sont autistes eux-mêmes à parler de leur autisme. Comme moi, par exemple, quand j'écris un livre sur l'autisme, je peux te le présenter, t'écris un petit mot, on met ça sur la couverture du livre. Mais oui. Ça paraît bien, hein? C'est important, puis je dois dire pour moi aussi vraiment de collaborer avec des adolescents, des adultes sur différents projets, parce que j'ai jamais eu, moi, la prétention d'être une experte ou de tout connaître, parce que c'est tellement complexe, chaque personne est unique. Moi, j'apprends des gens avec lesquels je travaille. Je veux pas avoir l'air cucu, là, mais ils sont vraiment ma source d'inspiration. Je les trouve fantastiques. Tu sais, quand je dis j'ai eu un coup de foudre, c'est parce que je trouve que les personnes autistes sont fantastiques. Ils ont tellement de talent, de résilience aussi, beaucoup. Oui. La résilience en psychologie, c'est de dire j'avance malgré certains défis. Et moi, ça me donne... J'avance avec les défis. Complètement. Puis moi, honnêtement, c'est ce qui m'a toujours donné le courage puis l'envie de continuer, même si parfois c'est vrai que c'est pas toujours facile. En psychologie puis en sexologie, des fois, je reçois des gens qui vivent vraiment des défis, mais aussi des difficultés, parfois des drames, des traumas. Donc là, c'est tout un autre créneau de mon travail. Mais cette inspiration-là, elle demeure vraiment là, intacte là, depuis le début. Et je trouvais que de jumeler la sexologie et la psychologie, c'était quand même une bonne idée, malgré, là, ça fait quand même plusieurs années, puis on n'est pas si nombreuses à travailler au niveau de la sexualité. Hein. C'est encore un sujet, parfois, là, qui est perçu comme étant délicat, tabou pour certaines personnes. Et de mon côté, ben, moi, ce que je voulais, c'était rendre ça accessible, puis donner accès aux jeunes, parce que je travaille aussi avec certains enfants, malgré que je me suis spécialisée plus avec les ados adultes avec le temps. Mm-hmm. Et ce qui est de l'éducation sexuelle, accéder à des connaissances, des expériences positives, leur donner un cadre, puis aider beaucoup les parents aussi. Parce que être parent, on le sait, hein, déjà, c'est pas une tâche qui est simple. Puis il y a des parents qui me disaient, en début là, disons, au début de mes activités, ils me disaient, Isabelle, on a déjà tellement de choses à travailler, on a tellement de rendez-vous, on a plein de choses à faire. En plus, tu veux nous parler de sexualité? Puis je disais, ben oui, parce que on peut pas s'en passer, les personnes autistes. Ça fait partie de la vie. Complètement, puis peu importe l'âge, il y a la découverte, l'exploration, les adultes qui veulent vivre aussi parfois des relations. Donc, ça a été un peu mon premier objectif, puis je suis encore sur cette lancée-là depuis toutes ces années. Wow! En tout cas, tu as un beau parcours, puis tu as un beau bagage à partager. Tu travailles notamment, tu es directrice de la clinique Autisme et Asperger de Montréal. Oui, avec une belle équipe. Oui, ça fait longtemps. Bien là, l'équipe, en fait, l'équipe s'est constituée au fil des ans, donc avec Dr. Giroux et donc d'autres psychologues que j'ai rencontrés, que j'ai supervisés. Ce que je trouve super bien, c'est que, comme d'autres équipes, là, bien sûr, mes collègues à Montréal font la même chose. On est multidisciplinaire, donc on a des sexologues, psychologues, on a des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés, des consultants, consultantes, des gens qui sont dans le domaine plus de l'éducation. Donc, en équipe, c'est important parce que ça nous permet vraiment de répondre aux besoins de toute la clientèle, que ce soit enfants, ados, adultes ou couples. On travaille avec des couples aussi. Donc, on a chacune notre expertise. Et il y a même ce qui est intéressant avec certaines familles, on peut des fois se partager différentes tâches ou différentes sections du suivi. Ah, c'est bien ça. Oui, j'ai par exemple un éducateur spécialisé qui va aller à la maison rencontrer l'adolescent. Moi, je peux travailler avec les parents. Donc, on va vraiment se partager tout ça. Puis ça donne, je trouve, une offre de service qui, je pense, qui comble les nombreux besoins là, de nos familles. Donc, ça fait... Vous êtes combien dans l'équipe? On est 10 dans l'équipe. Et puis, on a aussi des collègues qui
collaborent avec nous quand même de façon assez étroite, même s'ils ne sont pas à la clinique comme telle, mais c'est sous forme de supervision clinique que j'offre, autant au Québec qu'à l'étranger. Donc, il y a plein de gens qui travaillent avec nous. On a eu des étudiants, on en a encore qui viennent faire des stages, on a des professionnels qui viennent observer notre travail. Pour apprendre, voir un peu comment on travaille, apprendre sur, là c'est un autre volet, mais par exemple, l'évaluation des femmes, on va peut-être en parler aujourd'hui, là, mais on a beaucoup de collègues qui s'intéressent à notre protocole, donc qui vont venir observer comment on dirige une entrevue, comment on travaille avec les femmes, tout ce qui est éducation sexuelle aussi. On a des collaborations avec plein d'organismes, des écoles. On travaille beaucoup avec les centres de réadaptation partout au Québec aussi, qui je trouve que c'est un super de beau partenariat parce qu'on a des adultes qui sont en ressources, en résidence. Et donc, on collabore avec les éducateurs spécialisés, les psychoèdes. Donc, on peut travailler en petite équipe. Donc, pour moi, ça a toujours été important de partager le travail qu'on fait parce que l'objectif, c'est pas nous, c'est d'aider les gens. Donc, moi, j'ai toujours été bien ouverte à être en contact avec plusieurs collègues, puis j'apprends beaucoup aussi de ce qu'ils font avec leur formation. J'imagine, avec le lien synergique qui s'établit entre vous tous, il y a de la coopération qui s'établit, puis il y a de la co-création aussi. Tu es notamment auteur de plusieurs livres. Oui, mais oui, quand j'ai le temps. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis là, pour moi, c'est pas nécessairement facile d'écrire. On a chacun nos habiletés, nos talents. Moi, je suis pas comme Josée qui produit comme je n'ai jamais vu. C'est prolifique. Mais oui, donc j'avais publié, en fait, le premier livre que j'ai publié sur la sexualité des personnes Asperger, c'était le fruit de ma thèse de doctorat, en fait. Donc, c'est super. Donc, c'était suite à ma thèse, j'avais développé un programme d'éducation socio-sexuelle adapté aux adolescents, aux adultes. Et mon collègue Tony Atwood, qui est un psychologue australien chez qui j'ai travaillé longtemps, c'est lui qui m'a proposé en fait de publier ma thèse pour rendre accessible le programme puis l'information sur la sexualité. Donc, moi, honnêtement, je n'avais jamais même pensé publier. Et ça s'est super bien passé. On a fait une collaboration aussi avec Jessica Kingsley à Londres, parce que le livre a été publié en anglais, en français, puis depuis, on a 10 traductions. Donc, en suédois, en italien, etc. Et ça m'a permis de collaborer avec des collègues aussi ailleurs, aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, apprendre aussi de l'expérience des autres collègues. Et ça a été le premier livre. Ensuite, j'ai eu quelques chapitres dans des livres de collègues là, sur l'adolescence, le développement, etc. Puis, il y a eu un livre sur la loi, Sexualité et la loi, qui a été publié en anglais en 2014. Et je suis contente d'en parler. J'ai terminé cette semaine l'adaptation française, donc avec Chenelière Éducation, qui sont mes grands partenaires. Et on va donc publier le livre probablement début 2023. Super! Il a été écrit il y a plusieurs années, mais on a fait une mise à jour. Puis de toute façon, le contenu est toujours aussi pertinent, sinon plus, parce qu'on a beaucoup d'adolescents, d'adultes qui se mettent les pieds dans les plats au niveau de la loi, parfois par des propos inappropriés, des explorations sexuelles sans comprendre les limites, les conséquences, ou le fait de télécharger ou visionner des images inappropriées sur Internet sans le savoir, sans comprendre qu'est-ce qui est légal, ce qui est illégal. Le livre a été coécrit avec Tony Atwood et Nick Dubin, qui est un adulte Asperger américain qui a vécu, lui, donc beaucoup de soucis avec la loi. Et il nous explique son parcours. Puis moi, mon chapitre, c'est surtout sur l'intervention, l'éducation. Fait que ça, c'est mon dernier projet. Puis il y a eu le livre sur les femmes, le profil féminin de l'autisme Asperger, coécrit avec Annick Martin. Oui, que j'ai... C'est une belle expérience, ça. OK. C'est ça ici. Exact. Avec Annick Martin. Donc, on l'a publié il y a presque 1 an et demi déjà. Donc, c'est vraiment le récit d'Annick qui a été diagnostiquée début quarantaine. Elle explique son cheminement, ce que l'évaluation, puis le terme. Tu sais, c'est de comprendre, de se connaître. C'est pas de poser une étiquette. Hein? Les gens, ils viennent pas, adultes, ils viennent pas nous voir pour avoir une étiquette diagnostique dans une case. C'est d'apprendre à se connaître, à mieux comprendre leur fonctionnement. Donc, Annick... qui est vraiment auteur. On faut dire autrice maintenant, je ne suis pas encore assez habituée. Mais en tout cas, je pense. Elle est vraiment une auteure exceptionnelle.
Puis là, maintenant, elle est au doctorat aussi. Elle a poursuivi ses études en création, études littéraires. C'est vraiment très, très beau et très touchant ce qu'elle a écrit. Ma partie est plus au niveau de le profil clinique des femmes, le camouflage, l'évolution, les autres diagnostics que les femmes ont pu recevoir dans le passé. Et la troisième partie du livre, qui est super intéressante, j'ai été coécrite avec Kimi Atwood et Valentina Pazzi, ma collègue italienne, sur le guide d'évaluation des femmes. Donc, on a produit un guide avec 65 questions items que vous pouvez télécharger gratuitement en passant si vous allez sur Chenelière Éducation. Ça a été ma demande à l'éditeur. Hein. C'est un petit peu hors norme, mais j'ai demandé à ce que le guide soit accessible gratuitement sur le site. Donc, quand on va sur Chenelière, si on trouve le livre, le profil Asperger au féminin, juste en dessous de la page couverture, vous allez voir, c'est marqué PDF, guide d'évaluation clinique. Donc, tout le monde, là, l'idée, là, c'était, en tout cas, je choisir mes mots pour que ça soit bien clair, c'est qu'il y a des gens qui me reprochaient, qui me disaient, si tu publies le guide gratuitement, tu vas donner les réponses aux femmes qui vont venir en entrevue. Elles vont apprendre les bonnes réponses, des questions pour avoir un diagnostic. Et là, moi, honnêtement, j'étais très surprise de cet argument. Je dis, je vois vraiment pas pourquoi une femme adulte voudrait étudier un guide pour venir en évaluation puis avoir un diagnostic comme ça si c'est pas réel. C'est ça. De toute façon, on a tout un protocole de test, hein, en passant. Notre questionnaire, c'est assez spécifique et développé. Moi, je me disais, moi, mon idée était complètement contraire. Je me suis dit, si on le rend accessible, c'est qu'il y a des femmes qui peuvent se retrouver à travers les caractéristiques. Il y en a qui ne veulent pas nécessairement avoir un diagnostic formel, mais ça peut expliquer une grande partie de qui elles sont. J'ai aussi argumenté que pour les professionnels, si on veut aider les professionnels à mieux comprendre le profil féminin, il faut les outiller aussi. Donc, maintenant, j'ai plusieurs collègues, autant psychologues, médecins, psychiatres. Je suis assez contente de dire qu'on a plein de partenariats avec des psychiatres maintenant qui ont aussi développé une expertise au niveau du profil féminin. Et je trouvais que c'était important de le rendre accessible à tous. Et donc, on a gagné notre cause et vous pouvez donc le télécharger. Donc, ça, c'est pas mal les projets. Puis, il y a eu aussi un guide pour les étudiants autistes Asperger, donc les études postsecondaires. Donc, c'est un guide qui a été coécrit avec Isabelle Kérois, ma collègue, et il est disponible aussi si vous allez sur le site Internet de la clinique Autisme Asperger. Vous allez avoir toutes les coordonnées d'Isabelle et vous avez simplement à écrire. Vous allez l'avoir gratuitement. Donc, parce qu'on a de plus en plus d'étudiants, par exemple au cégep, à l'université, qui ont, on sait, un talent, une expertise, mais qui ont besoin d'accommodement, de trucs. Et on a donc développé des stratégies. C'est un guide très, très pratico-pratique. C'est très pragmatique. Et on peut le déposer aussi dans son dossier académique pour que les intervenants ou les conseillers puissent avoir accès à cette information-là pour favoriser le succès des étudiants. C'est pas mal les projets, là, les derniers projets dans lesquels j'étais impliquée. Ben, c'est bon, ça. Puis le livre avec Annick Martin, où il y a un petit peu de Tony Atwood dedans. Oui. Il est disponible dans toutes les librairies, j'imagine? Je ne sais pas exactement. Je pense que oui, certaines librairies. Sinon, on peut aller sur le site de Chenelière Éducation puis le commander directement. Sinon, je pense que, là, je suis moins, moi, dans tout ça, là, mais je pense que les gens peuvent aller dans une librairie, puis s'ils ont le titre, ils peuvent demander à la librairie de demander, mais ça se fait assez facilement maintenant sur Internet. Et on travaille actuellement sur l'édition anglaise du profil féminin. Donc, on va le faire publier chez Jessica Kingsley à Londres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir couvrir toute l'Europe anglophone et aussi les États-Unis. Parce que on ne se doute pas, mais aux États-Unis, il y a quand même un énorme retard au niveau du profil féminin. Donc, la plupart de mes collègues me disent qu'ils ne sont pas nécessairement outillés. Il y a plusieurs femmes américaines qui me contactent pour des évaluations, croyez-le ou non. Et donc, on s'est dit que c'est important de le faire publier en anglais. Fait qu'on va travailler sur ça dans les prochains mois. Et parlons-en, Isabelle, des évaluations. Moi, j'ai eu mon diagnostic à 49 ans, Isabelle à 46 ans. C'est pas rare hein, que les femmes sont sous-diagnostiquées
Ah ouais, de plus en plus. Surtout les femmes comme vous, fonctionnelles, intelligentes et qui camouflent énormément parce qu'elles observent. Oui. Il y a des stratégies d'adaptation tout à fait naturelles. Puis d'ailleurs, je pense que c'est ce qui permet à plusieurs femmes aussi de cheminer à toutes sortes de niveaux. Par contre, le camouflage a un coût. Hein, le fait parfois d'être en surcompensation, l'imitation, l'assimilation, ça fait que finalement, les femmes arrivent, je dis nous, là, mais c'est mes collègues aussi, là, c'est pas juste Oui. notre clinique, plus tard au niveau de leur développement. Donc, si on parle d'autisme plus classique, le TSA, j'aime pas utiliser le terme TSA, mais il faut que je le dise pour Moi le non plus, j'aime DSM. pas ça. Ben, je déteste honnêtement, moi, si je peux l'éviter, je voulais juste dire le plus sévère qu'on appelle TSA niveau 3, là. C'est sûr Oui. que les diagnostics arrivent plus tôt dans le développement parce que les caractéristiques ou les symptômes sont Ils sont plus plus, flagrants. oui, ils sont plus marqués, puis les parents s'en rendent compte ou on voit les jeunes filles, dès qu'elles entrent au primaire, tu sais, c'est vraiment la relation avec les autres, l'amitié, tout ce qu'on parle de socialisation, communication. Et tout de suite, on voit qu'il y a un écart entre le développement d'une jeune fille autiste et une fille neurotypique. Donc, les femmes qui arrivent dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, j'en ai dans la soixantaine qui viennent me consulter, c'est qu'elles ont passé parfois à travers aussi les mailles du système de santé. C'est pas rare que les femmes ont consulté plusieurs professionnels. Elles ont reçu toutes sortes de diagnostics, parfois justes, parfois erronés, parce que, tu sais, de l'extérieur, on regarde le profil féminin qui peut ressembler à un trouble de personnalité. Souvent, c'est ce que les femmes me disent. Un des diagnostics qu'elles ont, c'est bipolarité, TDAH, trouble de personnalité limite. Quand on creuse de l'intérieur, on voit les traits autistes ou Asperger, en fait, qui sont beaucoup plus représentés. Donc, il peut y avoir eu comme ça plusieurs allers-retours chez des professionnels qui n'ont pas pu nécessairement cerner le profil féminin. Donc, oui, elles arrivent plus tard, comme Josée, comme Isabelle. Donc, c'est pas mal mon quotidien de recevoir des demandes de femmes là, qui sont plus C'est âgées. soufflant de courir d'un professionnel à l'autre, puis d'avoir tout le temps un nouveau diagnostic. Puis, Ouais. tu sais, moi, quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, c'est comme si ma quête identitaire prenait fin. Ouais. Ouais. Puis il y en a qui ne sont pas d'accord quand je dis ça, mais ils n'ont pas à être d'accord ou pas, c'est mon sentiment. On ne peut pas être d'accord ou non contre un sentiment, mais il y en a qui disent oh non, c'est pas une identité être autiste. Il y a beaucoup de guerres intestines au sein de la communauté autiste elle-même. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, mon opinion, c'est parce que comme je disais, je travaille beaucoup avec les gens, c'est ça qui m'intéresse, j'apprends. Donc, j'apprends des femmes, puis c'est pas mal les mots qu'elles utilisent, la quête identitaire. Fait que moi, je peux refléter ça comme professionnelle que oui, Josée, tu as raison. Et j'explique que, tu sais, une évaluation diagnostique, c'est comme un casse-tête à 100 pièces. On va aller chercher des traits, des caractéristiques, des talents, etc. Et souvent, ce que les femmes me disent, c'est que la pièce manquante, c'était on peut l'appeler ça autisme ou Asperger. Je ne veux pas entrer dans le débat aujourd'hui, je trouve que c'est une perte de temps. Donc, en tout cas, peu importe, on peut dire ASPI, là, moi, je suis bien à l'aise avec ASPI. Disons que la pièce ASPI, c'était la pièce manquante. Donc, il fait du sens. Tu sais, c'est ça la quête identitaire, c'est faire sens avec qui on est, mieux se comprendre. Et l'objectif de ça aussi, c'est l'acceptation de soi, l'estime, la confiance pour enfin se dire j'arrive à mieux comprendre. Il y a maintenant ce qui est génial, c'est qu'il y a tellement de littérature là, sur le profil féminin, des blogs, parce que les femmes avaient tendance souvent à, je dirais, intérioriser ou intégrer un discours beaucoup plus négatif d'elles-mêmes que l'autisme ou l'Asperger. C'est-à-dire que, surtout les femmes qui ont reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite, si ce n'est pas le cas, elles me disent hey, moi, je suis contente parce que, puis tu sais, je ne dis pas ça négativement, mais c'est que, tu sais, je me suis mis à me questionner qui suis-je? Si j'ai une personnalité limite, ça veut dire que dans ma relation à l'autre, il y a de la manipulation, ou il peut y avoir, tu sais, alors qu'on n'est peut-être pas du tout là-dedans, mais de l'extérieur, il y a des femmes ASPI qui ont de la difficulté à mettre leurs limites. Tu sais, des fois, elles ont des relations très intenses, puis après ça, c'est tout blanc, tout noir. Donc, de l'extérieur, ça peut ressembler, mais quand on creuse, on voit qu'il y a un profil qui est beaucoup plus complexe que ça. Puis, il y en a plusieurs femmes qui me disaient, ben, même je voyais une femme cette semaine, la semaine dernière, pardon, en entrevue, puis elle me disait, si c'est pas ça, là, ben là, j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais. Elle a rencontré, je ne sais plus combien de professionnels, puis elle me dit, je vais être tellement découragée parce que là, sinon, je ne sais plus qui je suis. Et en fait, son profil était tout à fait pertinent, là, lié à l'évaluation qu'on a fait. Puis,
il y a souvent ce sentiment de soulagement que je vois chez Oui. les femmes. Oui. À la fin de l'entrevue, pour moi, c'est très touchant, là. Même si des fois on est en Zoom, là, mais tu sais, on sent là, l'émotion. Et moi-même, souvent, ça me donne des frissons. Que je vois, tu sais, il y a des larmes qui coulent, puis c'est pas des larmes là, de colère ou De peine. pas du tout de tristesse. Souvent, elles me disent, enfin, il y a comme un énorme poids. Puis là, c'est OK. Il y a des portes qui s'ouvrent devant moi, des opportunités, de la connaissance. Puis, comme je disais, c'est toute la confiance puis l'estime de soi maintenant qui peut être travaillée en connaissant le nom. En fait, c'est un mot qu'on met. Un On n'a pas- vocabulaire Ouais. nouveau qui arrive tout à coup pour c'est s'expliquer comme- qui on est. Eh oui, puis moi, je dis toujours, la dernière chose que je ferais, c'est vous mettre dans une case là, du DSM parce que j'aime pas ça. Mais là, on a un nom, on a une appellation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, selon, tu sais, il y a tous les débats, tout ça. Mais ce qui compte, c'est que tu sais, vous puissiez intégrer cette connaissance-là. Puis là, on voit tout le beau cheminement que les femmes font par la suite. Moi, juste pour venir enchérir ce que tu dis, quand j'ai eu mon diagnostic, c'est ce jour-là que j'ai commencé à m'aimer. Hum, Tu sais. Puis ça, c'est précieux. mais complètement. Ça Très précieux. change, oui. Moi, j'ai eu de la difficulté à avoir accès pour avoir mon diagnostic parce que les professionnels me disaient que j'ai pas vraiment de problème, que ma vie, tout va bien dans ma vie, je suis heureuse. Donc, ils voyaient pas l'utilité que j'ai un diagnostic. Puis j'essayais de leur expliquer, oui, mais je veux, ça va me permettre de me comprendre, ça va me permettre de m'expliquer aux autres aussi. Puis effectivement, depuis que j'ai mon diagnostic, ben maintenant je peux dire aux gens, je suis sur le spectre de l'autisme ou je suis neurodivergente. Puis comme ça, ben ils peuvent me comprendre aussi un petit peu mieux. Ça a fait vraiment une très grosse différence. C'était très, très positif pour moi de l'avoir, mais c'est ça, ça a été compliqué parce que Mais j'avais pas assez un gros problème c'est à ça, leurs yeux. c'est ça qu'on voit beaucoup. Tu sais, je fais beaucoup de supervision de professionnels en ce moment qui travaillent avec des adultes parce que tu sais, c'est le DSM qui nous demande le niveau de fonctionnalité, si la personne a vraiment besoin de soutien, etc. Et souvent, comme Isabelle, ce que vous disiez, c'est ça, c'est que vous êtes fonctionnel. Tu sais, je vous connais pas personnellement, mais j'ai plein de femmes, moi, qui travaillent, qui peuvent avoir des enfants, il y en a qui sont en couple, tu sais, ils vivent de façon autonome. Et donc, le professionnel se dit, ben finalement, ça peut pas être de l'autisme ou du syndrome d'Asperger parce que c'est pas assez sévère. Donc, c'est pas à ce niveau-là que, justement, nous, on travaille. Puis encore une fois, c'est pas non plus n'importe qui va recevoir un diagnostic. Je le dis parce qu'on entend aussi dans notre domaine là, des gens qui disent, tu as juste à payer une clinique privée puis tu vas avoir ton diagnostic, alors que pas du tout. Là, de toute façon, on suit les règles de l'Ordre des psychologues, du DSM. C'est super structuré. On a tout un protocole validé de façon internationale. Donc, notre objectif, ce ne serait pas ça de toute façon. Ça serait contre mon éthique même personnelle et professionnelle. Mais oui, c'est vrai parce que les gens, des fois, comme Isabelle vous le disiez, ça peut être compliqué parce que vous devez expliquer que il y a quand même des caractéristiques, puis souvent, elles sont à l'intérieur, puis il y a beaucoup de camouflage chez les femmes. Donc, je vous regarde, moi, je ne vous connais pas, disons que je ne suis pas trop dans le... Jamais je vais dire il y a de l'autisme ou de l'Asperger ou de la neurodiversité. On ne peut pas, c'est pas écrit dans Oui, c'est ça. Ça ne paraît pas nécessairement. Donc, puis ça, on sait qu'il y a des degrés aussi, hein? Même au niveau de ce qu'on appelle, j'aime pas là, le niveau 1, mais j'aime pas, je trouve que c'est épouvantable de mettre des catégories, mais bon. Je trouvais que le terme ASPI me convenait bien, moi, là, pendant des années, parce qu'on savait de quoi on parlait. Puis même dans la catégorie ASPI, là, il y a des gens avec différents portraits cliniques, différents degrés. Donc, en fait, c'est très, très complexe. Est-ce que c'est faux de dire qu'il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes? Moi, je suis d'accord. Okay. Hein, parce que chacune, déjà, comme même les neurotypiques, tout le monde, on a notre personnalité, notre éducation, on a nos objectifs, nos intérêts, etc. Et l'autisme, c'est une couleur. Moi, je le vois comme une couleur à la personnalité. Et pour moi, c'est l'arc-en-ciel. Là. Tu sais, je rencontre des femmes, j'en rencontre beaucoup de femmes, plus que d'hommes. Hein. Dernièrement, parce qu'on a publié sur le profil féminin, fait que les femmes, ils viennent vers nous pour discuter. Puis c'est pas toujours des évaluations, il y en a qui viennent simplement pour
travailler des aspects de leur vie, tout ça. Puis honnêtement, chaque personne est unique. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais prétendre être une experte en autisme parce que l'autisme est tellement complexe et tellement coloré aussi. Puis moi, je suis d'accord que les gens sont vraiment uniques. C'est sûr qu'on retrouve des caractéristiques communes, puis c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, Oui. mais c'est tellement plus que ça. Tellement Mais plus. c'est ça. Puis ce que je trouve dommage, je suis contente de t'entendre parler disant qu'il y a de plus en plus de professionnels qui sont formés à l'autisme, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, Ouais. qui ont des préjugés concernant l'autisme. Moi, j'ai rencontré un professionnel de la santé qui m'a dit que Asperger, c'était juste pour les enfants. Ouais. J'ai dit, les enfants grandissent. Oui. Oui, c'est ce qui arrive après 18 ans. Tu sais, c'est dans plusieurs pays que j'ai visités, c'est ça. C'est comme l'autisme s'arrête à 18 ans, là, qu'il n'y a pas d'expertise. Là, heureusement, c'est que j'ai beaucoup de collègues, par exemple, des médecins ou des psychiatres qui s'intéressent au profil adulte parce qu'ils reçoivent de plus en plus de demandes où les gens, malheureusement, des fois se retrouvent dans leur service parce qu'ils sont allés à l'urgence. Parce que ça ne va pas. Il peut y avoir des moments d'anxiété, de dépression. Des shutdowns. Meltdown, shutdown, aussi, malheureusement, parfois, des pensées suicidaires ou un passage à l'acte. Et là, ils se retrouvent en psychiatrie. Et là, les psychiatres reçoivent, eux, ils appellent ça des patients là, comme tels, mais ils se disent, ben, on n'est pas en santé mentale nécessairement. On peut avoir un trouble d'humeur, ça, c'est autre chose. Là. Mais la personne ne répond pas nécessairement au traitement pharmacologique ou l'intervention proposée. Et il y a quelque chose qui nous échappe. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, bon, je donne un exemple, il y a 2 semaines, j'étais tellement contente. J'ai passé une journée complète avec toute une équipe de l'hôpital de Rimouski. Donc, c'était des psychologues et des psychiatres qui m'ont interpellée pour une journée de formation sur le profil adulte. Comment reconnaître les caractéristiques chez les adultes. Et j'ai fait un gros volet, évidemment, c'est pour les femmes. Et je les ai outillés, ils ont reçu tous les questionnaires, je les ai coachés. Ça a été un échange super. Donc, je me dis, c'est parfait. Puis on parle de région en plus. Donc, quand il y a des adultes, ben oui, fait que ça, je le fais un peu partout aussi. Donc, les choses bougent. Puis moi, je trouve ça hyper motivant aussi de pouvoir collaborer là, avec eux. Ben oui, toi, c'est nourrissant pour toi aussi, là. Ben oui, complètement. Ben oui, tu peux-tu, pour le bénéfice de nos auditeurs, faire la différencier le meltdown du shutdown? Bon, là, je ne suis peut-être pas la spécialiste, vous l'êtes plus que moi. Donc, ben, le shutdown, moi, je le vois souvent quand la personne se sent submergée au niveau sensoriel. Donc, il y a trop de bruit, trop de monde, trop de mouvement. Donc, c'est beaucoup de pensées en boucle. En anglais, on appelle ça un train of thought. C'est comme ça, c'est comme un train de pensée, là, ça roule, ça roule, ça roule. Et donc, il peut y avoir ce besoin de se couper des autres. Donc, de prendre une distance. Puis là, on ne parle pas d'isolement social. Hein, ça, c'est différent pour moi parce que l'isolement social, ça, c'est le fait d'être rejeté, hein, de ne pas faire partie des relations interpersonnelles avec les autres. Donc, il peut y avoir besoin de prendre du temps pour soi, pour recharger ses batteries, se ressourcer, faire un reset à un moment donné. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, hein, ce besoin selon l'intensité. Oui. Le meltdown, ça, c'est plus au niveau quand moi, je vois plus des symptômes aussi de dépression qui sont associés, où la personne peut commencer à intégrer des pensées négatives. Donc, un schéma de pensée qui commence à être vers, parfois, j'y arriverai pas, ou c'est trop difficile pour moi, ou les autres me comprennent pas. Fait qu'il y a un discours interne qui est plus négatif qui s'installe. Puis moi, je fais bien attention d'évaluer est-ce qu'il y a des symptômes de dépression qui sont associés. Parce que parfois, malheureusement, la dépression peut aussi se développer. Puis je vais toujours faire le lien avec l'anxiété. Moi, dès que je travaille avec une personne autiste Asperger, c'est automatique, je vais aller évaluer l'anxiété parce que souvent, c'est la première cause, le premier facteur qui peut mener vers le shutdown, le meltdown, parce que plus la personne vit de l'anxiété, plus elle va se sentir submergée par les stimuli de l'extérieur, mais aussi parfois aussi les difficultés ou les défis qu'elle va vivre. Donc, l'anxiété est souvent mon point de départ et souvent la dépression a été initiée par beaucoup, beaucoup d'anxiété. Donc, et un truc pour désamorcer tout ça, ça serait de calmer notre anxiété. C'est travailler l'anxiété avant tout. Moi, c'est souvent ce que je vais faire comme focus. On développe ce qu'on appelle une boîte à outils
Moi, je travaille avec l'approche cognitivo-comportementale, tu sais, je le dis bien ouvertement. Donc, on travaille sur les comportements, les cognitions. Donc, tu sais, j'appelle les pensées poisons. Là. On a tous des fois des Oui, pensées poisons. Plus on est irritable, anxieuse, stressée ou anxieux, stressé, là, les hommes, c'est vrai, plus on a tendance à avoir un discours interne négatif. Puis là, les pensées poisons s'installent. Et là, on commence à développer ce qu'on appelle en psychologie des fausses croyances. oui, C'est-à-dire qu'on est, tu sais, c'est comme si on portait des lunettes fumées très, très noires. Là. On regarde la vie là, avec des lunettes fumées, puis on commence à remettre tout en cause, en doute, et directement soi-même, parce que ça nous affecte nous-mêmes, l'estime, la confiance. Je ne suis pas assez bonne, je ne comprends rien, j'y arriverai pas. Et toutes ces fausses croyances peuvent développer un schéma qui va mener après vers de la dépression, c'est clair. Donc, c'est pour ça que j'évalue toujours. Tu sais, il y a différents types d'anxiété aussi. Là, je ne veux pas vous faire un cours, là, mais il faut y non, penser. Là. Tu sais, il y a l'anxiété. On parle pas d'anxiété en général, mais un instant. Il y a l'anxiété sociale, oui, il y a l'anxiété de performance. Ça, on oublie souvent d'en parler. oui. L'anxiété de performance, vous le savez, là. Je vous vois avec votre non-verbal. Tu sais, l'anxiété de performance, qui est très, très typique à l'autisme Asperger, c'est d'avoir peur parfois d'initier des actions, prendre des initiatives, faire des choses parce qu'on a peur de se tromper ou de ne pas réussir. Ça, c'est nourri par le fait que certaines personnes sont très perfectionnistes. Si c'est pas parfait, je le fais pas. Elles se mettent énormément de pression. Et aussi, dans le passé, moi, je travaille avec des adultes qui ont vécu des échecs amoureux, au Oui, travail, avec des amis. Fait que tout ça, ça s'accumule. Je les comprends très bien. Ils finissent par dire, regarde, moi, je prends plus d'initiative, j'ai vécu trop de difficultés. Et donc, il y a très peu d'action dans leur vie. Puis là, ils se mettent en retrait. Ils attendent. Mais ils peuvent attendre longtemps là, les opportunités d'emploi, d'amitié, d'amour, de tout ce qu'on peut imaginer. Fait que j'évalue aussi l'anxiété de performance, puis bien sûr l'anxiété généralisée. Fait que c'est souvent ça mon focus. Je dis pas que j'utilise toujours ça avec tout le monde, mais tu sais, je reste très sensible parce que les dernières recherches démontrent que l'anxiété est présente chez 85 à 90 pardon, des personnes autistes Asperger. C'est énorme, là. Donc, tu sais, c'est beaucoup. c'est ce qui est ressorti en haut de la liste. Donc, on appelle ça les facteurs de stress. Le numéro 1, c'est l'anxiété. Oui. Et puis, tu reçois aussi des gens en thérapie. Oui. Il y a des gens qui, comme moi et Isabelle, on a eu un diagnostic tardif, donc on a une vie avant notre diagnostic. Oui, oui. On a des enfants des fois, on a un conjoint qui n'est pas Asperger ou qui n'est pas autiste. Est-ce que tu aides ces couples-là aussi? Oui, ça, c'est super intéressant. On fait des consultations de couple, puis des fois de famille, parce qu'il y en a qui ont des enfants aussi qui Oui. sont autistes ou Asperger. Fait que là, c'est toute une autre dimension. Donc, on reçoit les couples. On a parfois, donc, comme José, tu disais, une personne aspi, puis une personne qui est neurotypique. Donc, nous, on se fait un peu l'intermédiaire. On va faire, moi, j'appelle ça la traduction des deux mondes. Tu fais un pont. C'est ça. J'explique les choses pour que les deux puissent comprendre. On travaille beaucoup la résolution de conflits parce que ce que je vois le plus souvent, c'est des malentendus. Donc, la personne, l'ASPI, peut dire ou faire des choses sans avoir une intention négative, mais ça peut être mal perçu, mal reçu par l'autre. Parfois, il y a aussi ce qu'on voit beaucoup dans les couples. Il peut y avoir parfois des difficultés au niveau du lien. La personne neurotypique sent qu'elle n'est pas assez connectée à son ou sa partenaire parce que l'autre va démontrer son affection de façon différente. Et là, je le apprends, parce que vous le savez, là, mais la personne ASPI, elle a de l'empathie, elle est souvent même extrêmement sensible, mais elle va démontrer son affection de façon différente, beaucoup plus en passant par l'action que par les mots et les gestes d'affection. Dans un couple neurotypique, là, les attentes sont assez claires. C'est les mots, des mots doux, se faire dire je t'aime, je pense à toi, tu sens bon, des petits surnoms, tout ça. Et des gestes, donc les câlins, le fait de se coller. Là, on parle des sensibilités sensorielles chez les personnes autistes qui parfois ont beaucoup d'affection puis même beaucoup d'attraction pour quelqu'un, mais c'est pas nécessairement confortable de, tu sais, j'appelle ça se faire flatter, câliner, tout ça, faire des bisous. Et donc, il peut y avoir cette plus grande distance physique qui peut être mal interprétée par le conjoint ou la conjointe neurotypique en pensant que l'autre n'est pas intéressé. Donc, moi, je travaille beaucoup à reconnaître les signes d'affection chez l'un et chez l'autre. Et le dire, par exemple, quand je fais ça, donc, tu sais, quand on passe par l'action, parce que je tiens à toi, puis c'est une façon pour moi de te montrer que je t'aime.
Je donne un exemple parce que c'était super intéressant. C'est un couple avec qui je travaille. C'est lui qui est assis. Et donc, il rencontre sa conjointe. Ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, mais il réalise très rapidement qu'elle adore bien manger, tout ce qui est culinaire, vin à corps et tout. Et là, il a décidé de prendre un cours de cuisine, pas pour lui, mais pour lui Pour faire elle. plaisir à elle. Ah. Mais elle le sait pas, là. Il Non, lui a pas dit. Puis lui, il pense qu'elle devrait le savoir, voyez-vous. Il y a de la théorie de l'esprit aussi, hein, de oui. Et là, il s'est mis à y concocter des super beaux plats préparés. Il a tout développé. C'était tellement beau. Il dit l'art de la table. C'est vrai qu'il y a tout un art. Tu sais, puis en plus d'acheter la belle vaisselle, tout coordonné, puis là, lui, tu sais, les Oh, couleurs. wow. Et là, elle était super contente. Là. Je ne vous dis pas qu'elle n'était pas contente, mais elle n'avait pas perçu que c'était vraiment pour elle. Jusqu'à ce qu'il vienne en thérapie pour plein d'autres sujets. Et j'ai abordé le sujet, moi, de l'affection. Et j'ai dit, est-ce que vous démontrez votre affection par des actions plus concrètes et tout? Fait que là, il était là. Oui. J'ai dit ça. Puis là, il me disait, mes cours de cuisine. Puis là, c'était beau à voir parce qu'elle a dit, elle dit, j'adore, mais j'ai jamais pensé. Mais pour moi, c'était la plus belle façon de dire je t'aime, je tiens à toi parce que j'ai bien compris que tu aimais la cuisine. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça où on va faire un peu la traduction. Puis je leur apprends aussi. Ça, je l'avoue, là. C'est pas simple au début, mais on travaille pour la personne autiste ou ASPI les mots et les gestes d'affection. Jamais on va imposer. Tu sais, je vais jamais dire vous devez faire tel script. Non. Normal, Tu naturel. proposes. On propose. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une plus grande aisance à ce que j'appelle connecter. Connecter, OK. ça veut dire on est ensemble. On est ensemble, ça ne veut pas juste dire on mange à la même table, puis on dort dans le même lit, puis on est dans la même maison. Parce que moi, j'ai des aspects qui me disent, ben, elle me reproche ou il me reproche de ne pas être ensemble. Ça veut dire quoi être ensemble? Ça veut dire connecter au niveau de l'échange des pensées, des idées, des émotions. Oui, des activités, du temps de qualité, mais c'est tout ce lien relationnel. Fait que ça, on le travaille beaucoup avec les couples. C'est fascinant, c'est passionnant. Je travaille aussi la sexualité parce qu'ils savent que je suis sexologue et certains viennent me voir pour ça aussi. Travailler... parfois élaborer un script sexuel qui est moins rigide, où il y a des gens, je ne veux pas entrer dans des domaines trop sérieux aujourd'hui ou trop lourds, mais il y en a qui abusaient sexuellement aussi dans le passé. Donc, on peut travailler à réparer les abus, développer un script sexuel qui est sain, les peurs, les craintes face à la sexualité. Fait qu'on travaille vraiment plein d'aspects avec les couples. C'est assez vaste. J'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un lien entre l'autisme et l'asexualité? Bonne question. Là, c'est délicat comme réponse, là, puis c'est compliqué. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup d'articles qui mentionnaient que les personnes autistes étaient asexuées. Moi, mon expérience, quand je parlais de Georges Huard, là, au départ, là, moi, j'étais dans des activités communautaires pour parler avec les ados, les adultes. Je les ai questionnés sur, pas leur vie sexuelle, mais sur la sexualité en général. Et tous, finalement, assez rapidement, m'ont fait des confidences. Ils disaient, on a une sexologue, on va poser des questions. On va en profiter. Ben oui, c'était correct parce que j'étais confidentielle, bien sûr. Puis moi, c'était pour ma recherche aussi. Et donc, la majorité avait des désirs, des fantasmes, des comportements sexuels, que ce soit masturbation, comportement sexuel en couple. Et donc, là, mon expérience était vraiment différente de ce que j'avais lu. Et là, j'ai eu la chance là, de me promener un peu partout, au Québec, mais aussi à l'étranger. Et la grande majorité des personnes autistes Asperger ont une vie sexuelle, des désirs, des intentions, des fantasmes. Une petite portion se définit comme asexuée. J'en ai rencontré quelques-uns, mais tu sais, une poignée là seulement. Asexué veut dire pas de désir, pas d'intention, pas de fantasme, pas d'expérience. Moi, j'en ai qui disent, en fait, la sexualité, là, je pourrais vous en parler pendant 2 jours complets. C'est tellement vaste et riche. J'ai des gens qui se définissent comme aromantiques. Ils veulent vivre des comportements sexuels avec un ou une partenaire, mais ils ne veulent pas développer une relation romantique. J'ai des gens qui ont une flexibilité au niveau des préférences sexuelles. Et là, on ne parle pas de perversité, là. On parle de préférences sexuelles qui semblent plus flexibles chez 30-40% des personnes autistes Asperger. Ils vont vraiment avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur et non les normes sociales. C'est intéressant. Au niveau du désir,
Au niveau de l'orientation sexuelle, j'ai aussi 30-40% des gens avec lesquels je travaille. Moi, je suis biaisée parce que je suis sexologue. C'est sûr qu'il y a un biais parce qu'ils viennent me voir. On ne Ben sait oui. pas encore, mais je travaille avec d'autres collègues dans d'autres pays. On a à Mhm. peu près les mêmes pourcentages. Donc, on croit ensemble au plan clinique que 30-40% pourraient avoir une orientation sexuelle flexible. Flexible ne veut pas dire bisexuel nécessairement. Non. Ça veut dire que si je tombe amoureux, amoureuse de quelqu'un ou si j'ai un désir sexuel envers quelqu'un, c'est la personne qui m'intéresse et non son genre. Donc, ça veut dire que ces gens-là, dans cette proportion-là de 30-40%, ils me racontent, par exemple, j'ai déjà eu des relations avec un homme ou une femme, mais il n'y a pas ce côté binaire, masculin, féminin. Et donc, il y aurait cette flexibilité, cette orientation qui est riche aussi. Moi, je le vois comme étant, je vois ça comme étant honnêtement très positif parce qu'on a des normes sociales qui sont tellement strictes. On a un modèle social et plusieurs personnes autistes Asperger ne sentent qu'ils ne rentrent pas dans ce moule-là. Et ils me demandent en plus, c'est toujours la question, ils viennent me voir, Isabelle, est-ce que c'est normal? Et je leur dis, la normalité, là, n'existe pas. C'est tellement relatif. Surtout au niveau de la sexualité, c'est tellement plus complexe que le modèle qu'on connaît. Et je fais toujours une petite blague, là, je me permets de vous la faire, mais avant de travailler en autisme, j'étais sexologue aussi, j'avais une clinique, je consultais avec des gens supposément neurotypiques et j'en ai entendu, comme vous ne pouvez pas imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer et plus, je l'ai tout entendu. Et ce n'était pas des personnes autistes. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi ce modèle de normalité sexuelle? Ben oui. En autant qu'on n'entre pas dans ce qu'on appelle la perversité, ça c'est clair. C'est ça. Le fait d'avoir des intentions malveillantes, blesser des gens, prendre avantage des gens, ça c'est tout autre chose. Mais je vous parle vraiment de la richesse. Donc, j'avais fait à l'époque avec Tony Atwood, après mon doctorat, j'habitais en Australie à l'époque, et on a fait une recherche sur le profil sexuel, les adultes ASPI. C'est ça qu'on a découvert, qu'il y avait vraiment cette belle richesse. Puis aussi au niveau de la fantasmatique, qui était beaucoup plus riche, qui était beaucoup plus coloré. Tu sais, je prends le mot coloré, là, je vous laisse imaginer. Mais qui était, moi, je trouvais que c'était super intéressant. C'est des choses qu'on ne savait pas à l'époque. Mais moi, comme j'ai toujours eu cet intérêt, cette curiosité face à la sexualité, donc on est allé creuser le profil sexuel aussi. J'espère que c'est une longue réponse, Isabelle. Mais, non, mais c'est très intéressant. Ben, en fait, parce que moi, j'ai fondé la communauté asexuelle de Montréal parce que je suis sous le spectre de la sexualité. Puis, bon, on faisait des rencontres une fois par mois avant la pandémie, là, depuis 2015. Puis, il y a quand même un certain pourcentage des gens qui venaient à chaque semaine qui sont sous le spectre de l'autisme aussi. Puis, mais le spectre de la sexualité, c'est pas juste les gens qui aiment pas le sexe. C'est très, très large, là. Donc, oui, complètement. Puis aussi, moi, j'ai rencontré des gens, puis tu sais, avec tout le respect là, de votre organisation, j'ai des gens, moi, qui venaient me voir en se définissant comme asexués, puis plus tard, je les revoyais quelques années plus tard, puis là, finalement, il y avait eu des expériences où ils ont rencontré un ou une partenaire. Parce que, tu sais, c'est ce que j'explique souvent, la sexualité, c'est pas fixe non plus. Ça évolue dans le temps avec nos expériences, nos relations. Et donc, j'en ai rencontré, moi, qui finalement ont décidé de vivre de la sexualité. D'autres qui, c'est le contraire, un peu comme vous, qui ont déjà peut-être eu des expériences puis qui maintenant décident ou ne souhaitent pas. Donc, je vous dis, là, je pense qu'on est au début de l'histoire de... Oui, c'est ça. La compréhension. Moi, je pense que j'en aurais pas assez toute ma vie pour explorer, comprendre, parce que c'est tellement riche, c'est complexe aussi, selon toutes les expériences qu'on vit, selon l'éducation qu'on a reçue. Donc, c'est un monde fascinant là, à explorer. J'aurais une dernière question. As-tu le temps, Josée? Oui, on a le temps. OK. Parce que je me fais souvent dire, il y a deux choses que je me fais souvent dire, puis je suis un petit peu tannée, puis je sais pas comment répondre. Je me fais dire, mais t'as pas l'air autiste. Ça me fait rire parce que c'est ça, tout le monde me dit toujours où j'entends, on est tous un peu autistes. Ou ça, ben c'est ça, c'était le deuxième, oui. Ouais, c'est ça, on est... Donc, non, on n'est pas tous autistes, on est tous différentes, c'est clair. Tu n'as pas l'air, mais dans ce temps-là, là, je vous dis rapidement, là, c'est sûr que je fais ça super rapido, mais de peut-être reprendre l'idée du camouflage.
qui est de plus en plus exploré au niveau du profil des adultes, des hommes aussi, en passant. Donc, les adultes qui ont reçu un diagnostic tard sont souvent ceux qui ont eu recours au camouflage comme stratégie d'adaptation sociale. On observe les autres, on imite, on reproduit les gestes ou on développe ce qu'on appelle des scripts. Donc, je sais que, je donne un exemple, là, par exemple, ce soir, si je suis autiste, là, je vais rencontrer, par exemple, la belle famille, mais d'avance, je vais préparer des sujets de conversation. Parce que si on me prend au dépourvu, je ne sais pas de quoi parler, à part de mon intérêt spécial. Puis là, je vais monopoliser l'action de grâce en parlant d'araignée. ou de d'autres choses, ce qui est parfait, sauf que là, le but, c'est qu'on ne veut pas entrer dans des monologues, parce qu'éventuellement, donc, ils vont préparer des scripts, c'est ça que j'entends beaucoup. Exemple, ils vont dire, OK, je pourrais parler des élections provinciales, c'est un exemple. Ou c'est l'automne, les couleurs. Ou je peux parler de tel film qui est sorti ou de tel auteur. Donc, ils se font d'avance. Et là, ils vont même, des fois, se pratiquer mentalement avec des discussions. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être aussi vigilants quant au non-verbal. Donc, la plupart des adultes chez qui ça ne paraît pas, là, je réponds à votre question, Isabelle, c'est qu'ils ont appris, par exemple, à regarder dans les yeux. Oui. Ils ne vont pas nécessairement regarder, mais ils peuvent fixer la base du nez, ou ils ont appris à balayer. Je donne tous vos trucs, là. Oui, tout! Tout le monde me connaît vos trucs. J'apprends à balayer du regard, j'apprends à regarder. Donc, de l'extérieur, les gens vont dire, une personne autiste, c'est quelqu'un qui ne regarde pas dans les yeux. Ça, c'est un gros stéréotype encore, malheureusement, qu'on entend. Et donc, le fait d'avoir des scripts et une espèce de préparation ou une vigilance, donc, qui fait que ça ne paraît pas. Sauf que c'est comme si, je ne veux pas dépasser votre temps, là, mais moi, j'explique la petite tasse à espresso. Votre capacité à socialiser, puis à scripter, assimiler, camoufler, elle se remplit vite, là. Ça veut dire qu'au bout des fois d'une demi-heure, 45 minutes c'est clair parce que votre tasse est pleine, alors que les neurotypiques, c'est comme un baril. La socialisation, là, la capacité à socialiser, elle est quasiment à l'infini, puis il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'hypervigilance et il n'y a pas tout l'aspect sensoriel. Et donc, c'est pour ça que la capacité, elle est là, mais elle est plus limitée. Et donc, si quelqu'un vous voit dans un temps précis, un pour un, vous gérez mieux en général. Oui. C'est en groupe qui c'est plus difficile. Et deux, c'est un groupe. Ben oui, complètement. C'est vrai. Mais les gens ne voient pas le coup d'énergie que ça vous prend après pour reprendre l'énergie, se remettre à ses activités. Donc, quand les gens vont dire ça ne paraît pas, vous pourrez dire c'est le camouflage que j'utilise. C'est normal, c'est naturel. Puis, comme je dis, c'est une forme de sensibilisation qu'on fait à l'autre en même temps. Exactement. Très bien. Moi, j'ai une dernière question. Une question potin. Ah bon? Il est comment, Tony Hadwood? Ah, il est génial. Je l'ai eu cette semaine. D'ailleurs, on fait des supervisions en Zoom à tous les mois ensemble, des discussions. Il est extrêmement généreux de ses connaissances, de son expérience. Lui, en fait, il est né en Angleterre. Oui. Donc, c'est un vrai gentleman anglais. Qui boit son thé et tout. Il parle avec un très bel accent. Il habite depuis plus de 40 ans en Australie. Il a déménagé très tôt avec sa famille. Donc, lui, il a 3 enfants qui sont maintenant des adultes, dont une de ses filles qui travaille en autisme aussi. Donc, il est très généreux. Il est très gentil. Il est très drôle aussi. Il a vraiment un humour très british que moi, je trouve très, très, très drôle. Et j'ai été extrêmement chanceuse de le rencontrer très tôt là, dans mon début là, de carrière. Et il m'a invité à travailler avec lui en Australie. J'ai dit oui, mais je ne pensais pas que c'était pour se réaliser, honnêtement. Parce que à l'époque, les gens, ils donnaient des cartes d'affaires. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Tu sais, quand on rencontrait des gens, c'était sa première conférence à Montréal en 98, je vais toujours m'en rappeler. Et on a discuté brièvement. Moi, je commençais mon doctorat. J'ai expliqué mon idée de développer la sexualité, tout ça. Il me donne sa carte d'affaires. Tu sais, je me suis dit, oh, c'est gentil, c'est poli, mais tu sais, on ne va jamais se reparler. Mais j'ai quand même pris la chance d'écrire un courriel la semaine suivante, puis il se rappelait de mon projet. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui travaillait sur la sexualité. Et là, étonnamment, il me dit, viens en Australie.
Là, j'étais comme, ben moi, j'habite à Montréal. C'est l'autre bout du monde. Mais j'ai dit sérieusement, il dit, ben complètement. Et qu'il m'a invité plusieurs fois à observer son Ah, c'est travail au départ. super. J'étais assise à côté de lui, puis je voyais. Donc, je suis allée vraiment au moins 7, 8 fois, 1 mois, 2 mois. Puis éventuellement, il m'a invité à travailler pendant 1 année et demie complète avec lui. Quand Ah, il écrivait son dernier livre, le guide complet, c'est le syndrome oui. d'Asperger, donc il écrivait. Et moi, je voyais ses familles, ses adultes, donc toute sa clientèle, c'est moi qui la voyais. Mais il était dans la pièce à côté. Donc, quand il y avait OK. des soucis ou des questions, il me supervisait directement. Je suis revenue à Montréal parce que j'ai eu un garçon, j'ai accouché, Oui. c'était plus facile d'accoucher dans mon pays d'origine. Puis, je suis retournée après, donc une autre année. Donc, j'ai eu vraiment une belle immersion. Donc, on est devenus amis avec le temps, là, ma famille, sa famille, et on continue plusieurs projets. Donc, il est super. Ouais. Ah, ben c'est adorable que tu puisses avoir une relation comme ça avec cet Ah, homme-là. incroyable. Je suis extrêmement chanceuse. Ça a changé le cours de ma vie, là, honnêtement. Ça a tout Ben oui, changé pour moi. j'imagine. Ben Il oui. m'a amené avec lui ben, en famille. On partait avec lui, sa femme, moi, mon conjoint. On partait donc en voyage, puis il m'invitait à ses conférences, à ses workshops un peu partout dans le monde. C'est là que j'ai eu la chance de rencontrer tous les collègues avec qui maintenant je travaille. Il m'a OK. introduit à ses collègues. Puis là, j'ai travaillé pendant 8 ans avec une équipe spécialisée au Danemark, à Copenhague, sur la sexualité. C'est là que j'ai développé toute mon expertise clinique encore plus. Fait que c'est une chance unique qu'il m'a offert. En terminant, Isabelle, parce qu'il faut terminer un jour, Ouais. on n'a pas le choix. Si on veut rejoindre la clinique Otis Asperger de Montréal, c'est à quel numéro de téléphone qu'on appelle? Ben, le numéro, c'est 514-990-3373. Ça, c'est une OK. boîte vocale. Donc, 514-990-3373. C'est une boîte vocale générale, bien sûr. Comme on reçoit beaucoup, beaucoup d'appels, de demandes, on demande aux gens simplement de définir assez clairement leur demande. Est-ce que c'est un suivi pour enfants, adultes, couples? Est-ce que c'est une évaluation? Puis ensuite, j'ai des collègues. C'est pas moi qui va répondre directement. Je passerai ma semaine au téléphone. Ben oui, Mes oui, collègues, allô, Isabelle Hénaud? je peux pas. Donc, c'est mes collègues qui prennent les appels, les demandes, puis ensuite, on va pouvoir partager avec l'équipe selon la demande. On peut aller sur le site de la clinique, puis aussi écrire. On a toute l'équipe, c'est écrit qui sommes-nous. Vous pouvez cliquer, puis vous allez avoir la bio de chaque membre de l'équipe, nos Ah, c'est super, ça. expertises. Fait que souvent, les gens peuvent orienter d'avance la demande, donc ils vont écrire à un des collègues. Puis si vous n'êtes pas sûr, ben, laissez un message général. C'est sûr qu'on vous rappelle. On essaie de rappeler les gens dans les 24-48 heures, mais honnêtement, puis là, les courriels rentrent ici. On doit avoir, en ce moment, on a à peu près 50 à 60 demandes par jour Ouf. Et pour l'équipe. Wow. Ah ouais, quand même, c'est ça. C'est énorme. C'est énorme. On n'a c'est jamais eu beaucoup. tant de temps. Fait qu'on travaille beaucoup avec d'autres cliniques. On réfère les gens quand on ne peut pas. C'est Est-ce que c'est à énorme, cause de la pandémie? entre autres. Oui. Les gens ont le temps de lire, s'informer, l'introspection, je Ils suis se sont prête. sentis bien en pandémie. Moi, je Il y me en a qui sentais étaient bien. bien, Moi aussi, il y en a qui super il y bien. en a qui étaient pas bien parce qu'ils étaient complètement isolés, anxieux, Oui. anxieuses. Il y en a puis il y en a aussi qui c'est pour l'évaluation aussi. Ils ont eu le temps de lire, de Ouais. Mais oui. prendre une pause, de dire bon, mais là, ça fait des années que je cherche ou j'essaie de comprendre. Est-ce que ça serait ça? Et donc, ils font appel à nos services. Donc, c'est pour ça que je dis on collabore avec plein d'autres professionnels Ben quand on ne peut pas oui. répondre à la demande immédiatement. Donc, c'est la façon de nous joindre. Ben, merci Isabelle de ta Merci présence aujourd'hui avec beaucoup. nous. Mais C'est merci de vraiment un plaisir. l'invitation. Excellent. Au Très, plaisir. très gentil. Au plaisir. Et puis, on va écouter notre podcast pour d'autres nouveaux invités qui viendront dans un avenir tout près. Vous pouvez vous connecter à notre page Facebook Neurojazette. On met les noms des invités qui viendront incessamment dans le podcast. Excellent. Merci. Belle initiative. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.